travaille en chirurgie gynécologique dans le service du professeur Lecuru. Donc je vais vous parler de traitement de cancer du col. Vous verrez, on va surtout l'axer puisqu'on est dans une journée effectivement, on a vu largement la place du dépistage et heureusement grâce à ça, donc on a dans la majorité des cas quand même un cancer diagnostiqué à un stade précoce. Donc on abordera essentiellement le traitement des cancers précoces. Juste quelques rappels, donc effectivement, le dépistage c'est quand même la principale circonstance de découverte des cancers. Les autres manières de le découvrir, c'est en général quand on a une pathologie qui est plus avancée, donc avec ce qui est assez typique sont les saignements provoqués lors des rapports sexuels, voire des saignements spontanés. On peut avoir aussi des pertes vaginales, ou à un stade plus évolué quand du coup on a une extension bucco-régionale des douleurs pelviennes, voire lombaires quand on a une dilatation urétérale, ou une symptomatologie urinaire ou rectale, mais qui est effectivement beaucoup plus rare. L'examen clinique interrogatoire qui est important, qui nous permet de reprendre tous les antécédents gynécologiques, la date du dernier frottis, mais là encore on l'a dit, pas non plus, ça n'exclut pas pour autant, même une patiente qui a un suivi régulier, il ne faut pas pour autant exclure la possibilité d'un cancer du col. La recherche des facteurs de risque, principalement, on l'a dit effectivement l'HPV qui est le principal facteur de risque au cancer du col, et puis tous les autres pratiques donc, en rapport, que ce soit l'âge des premiers rapports, le nombre de partenaires, les autres affections sexuellement transmissibles, le tabagisme aussi qui favorise tout ce qui est immunodépression. On sera effectivement plus vigilant chez les patients immunodéprimés qui effectivement ont une surveillance en général plus rapprochée. Et donc on suit aussi à la HEGP beaucoup de patients qui sont suivis en immunologie pour une séropositivité HIV et qui ont un frottis qui en fait tous les ans. Donc l'examen clinique il est standard, il est bien sûr un examen gynécologique, un examen des âges embryonnaires. Donc on est amené au cours de l'examen gynécologique à faire également un toucher rectal pour que les patients soient au courant. Donc ça fait partie de l'évaluation de la tumeur, parce que grâce à ça on pourra bien évaluer le stade de la maladie. On le fait soit en consultation, soit sur la liste gynécologique. Soit la patiente vient parce qu'effectivement elle a eu un cancer du col diagnostiqué sur un frottis de dépistage, auquel cas on peut avoir un col normal, et donc on a dans ce cas-là une colposcopie et un résultat de biopsie, soit la patiente se présente directement avec une lésion comme celle-ci, donc un col qui est très pathologique, qui saigne facilement en contact, qui est irrégulier, bourgeonnant, et dans ce cas-là on fait une biopsie. Alors, un petit bémol, parfois on peut avoir, quand on a des tumeurs endocervicales, on peut avoir des cols qui sont macroscopiquement normaux. Donc le diagnostic il repose sur la biopsie, sur un prélèvement histologique, donc que ce soit sur les biopsies du col réalisées lors d'une conisation, ou bien sur un col macroscopiquement normal, ou bien sur une pièce de conisation quand la patiente a donc été prise en charge pour une petite lésion. On précise plusieurs éléments histologiques, la taille de la tumeur, la présence d'emboles, donc ce sont des facteurs importants dans la prise en charge et dans le pronostic. Globalement, quels examens, une fois qu'on a fait le diagnostic de cancer du col, quels examens on va demander de réaliser. Donc toujours une IRM pelvienne, j'aurais dû préciser abdominopelvienne, parce qu'il faut remonter suffisamment haut pour avoir toute l'information ganglionnaire. Donc ça permet d'évaluer la tumeur avec la taille de la tumeur, l'extension loco-régionale, que ce soit au paramètre, au vagin, aux ovaires, à l'utérus, d'évaluer les ganglions également, qu'on voit bien sur l'IRM, donc au niveau du petit bassin ou plus haut situé. Donc voilà, l'IRM est vraiment l'examen à demander en première intention qui apporte déjà beaucoup d'informations. Le TEP-scan, c'est un examen corps complet donc qui nous permet de faire un bilan d'extension générale de la maladie. On ne demande pas en première intention pour un cancer du col précoce, on demandera plutôt pour des tumeurs déjà localement avancées. Pareil, il n'y a pas d'indication à d'autres examens tels que la cystoscopie ou la rectoscopie dont on parle depuis longtemps. On faisait systématiquement et puis maintenant on fait au cas par cas en fonction de la clinique et puis de l'imagerie de l'IRM. D'un point de vue biologique, donc il y a peu de marqueurs, peu
sanguin, donc on fera peu de choses, ça sera en fonction du terrain de la patiente et de la tumeur. Il y a un marqueur qui est intéressant, c'est le SCC, donc qui est un marqueur des carcinomes épidermoïdes, qui est le type histologique le plus fréquent. Et c'est un marqueur qui peut être intéressant lorsqu'il est augmenté initialement, parce que dans le suivi, ça nous permettra de diagnostiquer une récidive. Mais en dehors de ces types histologiques, qui sont malgré tout les plus fréquents, il n'y a pas d'indication à faire ce dosage. Donc, pour bien comprendre la prise en charge thérapeutique des cancers du col, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux stratégies complètement différentes en fonction qu'il s'agit d'un cancer plutôt débutant ou d'un cancer un petit peu plus évolué. Donc, on parle de cancer précoce, donc ça c'est la classification FIBO qui est la classification qu'on utilise, donc avec les stades 1 donc, qui sont limités au col, les stades 2 donc avec une extension au-delà du col, donc ne touchant pas la paroi pelvienne et n'atteignant pas le tiers intérieur du vagin, les stades 3 donc c'est un petit peu plus étendu, les stades 4 qui sont les stades métastatiques, soit au niveau de la vessie du rectum, soit à distance. Alors, heureusement, dans la très très grande majorité des cas, on diagnostique les cancers à un stade précoce, pour les patients qui sont suivis, qui ont un dépistage régulier. Donc, il y a une taille qui est importante pour nous, et en fin de compte, donc, la différence entre les stades précoces et les stades avancés, c'est la taille de 4 cm. C'est la différence entre le 1B1, donc, qui sont des tumeurs allant jusqu'à 4 cm, et un B2 où le diamètre tumoral est de plus de 4 cm. Et on a vraiment un seuil là, entre le 1B1 et le 1B2 où on va avoir des prises en charge complètement différentes. Donc, pour vous expliquer globalement les stratégies de prise en charge, mais ce que je développerai, c'est vraiment la prise en charge des stades précoces. Donc, si la tumeur est à un stade débutant, la prise en charge repose sur la chirurgie. C'est vraiment un traitement quasiment uniquement chirurgical, avec une évaluation ganglionnaire. Donc, ça, c'est la première étape, donc, avec que ce soit un curage pelvien, d'autres techniques dont je vais vous parler. Et puis, la chirurgie de la tumeur, qui peut être très variable en fonction de la taille de la tumeur. Donc, pour les toutes petites lésions, on peut proposer une simple exérèse limitée, une conisation, et puis une chirurgie beaucoup plus large pour des tumeurs plus lumineuses. Donc ça, on reviendra dessus. Et dans de rares cas, si vraiment il y a des facteurs qui montrent que malgré tout on a un risque de récidive un peu plus important, on peut être amené à compléter aussi par de la radiothérapie, qu'elle soit externe ou de la chimiothérapie. Donc ça, c'est pour les stades précoces. Pour les stades localement avancés, où ces patientes ayant un stade précoce, mais pour lesquels les ganglions prélevés, qui sont prélevés initialement, sont positifs, donc quand on a une atteinte ganglionnaire, dans ce cas-là, la prise en charge est la même. Et le traitement de ces patients n'est plus du tout chirurgical, mais il repose sur la radiochimiothérapie concomitante. C'est un traitement qui est essentiellement la radiothérapie, qui est du coup la chimiothérapie qu'on utilise, donc c'est concomitant, ça veut dire que ce n'est pas une chimiothérapie comme celle qu'on utilise dans les cancers de l'ovaire ou dans les cancers du sein, c'est une chimiothérapie qui a pour objectif de potentialiser l'effet des rayons. Et donc on termine cette radiochimiothérapie concomitante, qui est une radiothérapie externe, par une curithérapie, donc une irradiation qu'on fait localement au niveau terrain. On n'a pas encore la réponse, on ne sait pas, et c'est toujours très débattu. Un jour la réponse. On ne sait pas si après cette radiothérapie on a un intérêt ou pas à opérer les patientes, puisque c'est très difficile déjà d'évaluer la réponse après entre ce qu'il y a sur l'imagerie et ce qui est réellement stérilisé. Et en l'occurrence, il y a des essais, il y a un essai randomisé il y a quelques années qui a été débuté pour essayer de répondre à cette question, qui a dû être fermée prématurément à cause d'inclusion. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on tend de plus en plus à ne pas faire cette chirurgie parce qu'on sait qu'elle est morbide. Qu'opérer après la radiothérapie, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va aller augmenter le risque de complications, notamment de lésions urétérales, parce que les urtaches se limitent de l'utérus, et donc on essaie au maximum de la limiter.
Pour les stades métastatiques qui sont aussi beaucoup plus rares, là pour le coup le traitement sera essentiellement médical avec tout ce qui est chimiothérapie et tout ce qui est également anti-angiogénique, donc avec le bevacizumab qui a maintenant une indication pour ces maladies. Donc je vais vous parler essentiellement des stades précoces qui sont heureusement quand même ce qu'on voit le plus souvent chez les patients suivis. Il faut vraiment, donc la prise en charge, donc là, ce sont des recommandations qui sont donc les recommandations de l'Institut national du cancer et de la Autorité de santé. Donc les tumeurs toutes débutantes, donc les stades les plus précoces, donc 1 à 1, sans embol. Donc ça, les emboles, c'est vraiment cette partie, ce sont des petites. La présence d'embol, ça veut dire qu'on a un début de dissémination des cellules tumorales au niveau lymphatique, au niveau vasculaire. Donc ça signe que la maladie est un petit peu plus agressive. Donc là, il faut la prise en charge, donc les stades les meilleurs pronostics seront ces stades tout débutants, donc 1 à 1 sans embol, pour qui donc, le diagnostic a été fait à l'occasion d'une conisation, puisque c'est tout petit, donc les patientes ont eu un frottis anormal, une colposcopie, et donc on est amené, à faire une conisation. Donc la conisation, qu'est-ce que c'est? C'est une exérèse, donc une petite exérèse du col en forme de cône, qui va emporter donc la partie externe, donc vaginale du col, et la partie endocervicale, et cette zone de jonction où naissent ces lésions précancéreuses et donc se développe le cancer. Donc la conisation, donc si cette conisation part sans zone saine, eh bien le traitement est fini. Les patientes pour ces stades débutants peuvent bénéficier d'une simple conisation, ça suffit. Si les marges ne sont pas en zone saine, on voit en fonction de l'âge de la patiente, de son désir de grossesse, soit un désir de grossesse, auquel cas on peut être amené à refaire une exérèse, soit plus de désir de grossesse, et pour simplifier aussi la surveillance, on peut être amené à faire une hystérectomie. Donc les stades suivants sont ces stades 1 à 1, donc avec des tumeurs qui sont de petite taille, donc moins de 3 mm de profondeur, avec embol cette fois-ci, ou les stades 1 à 2, donc jusqu'à 5 mm. Donc dans les deux cas, on a aussi un diagnostic qui se fait sur une pièce de conisation. Là encore, soit les marges, la marge de conisation est en zone saine et qu'il n'y a pas d'embol, quelqu'un peut se limiter à ça. Dans les autres cas, on sera un petit peu plus interventionniste. Et dans tous les cas, on sait qu'à partir de ces stades 1 à 1 avec embol ou 1 à 2, donc on a des stades un petit peu plus, des tailles tumorales un petit peu plus grandes, on sait, même s'il est fait, qu'on a un risque d'atteinte ganglionnaire. Donc ces patientes vont bénéficier dans un premier temps d'une lymphadenectomie pelvienne, c'est-à-dire qu'on va prélever les ganglions pour avoir cette information pronostique sur le statut ganglionnaire. Là encore, comme dans le schéma que je vous ai montré initialement, si vos ganglions sont atteints, eh bien, on change complètement de stratégie, on va les traiter comme un cancer plus avancé, donc avec de la radiochimiothérapie. Si par contre les ganglions ne sont pas atteints, et qu'on se retrouve avec présence d'embol, ou que la patiente ne veut pas de traitement conservateur, donc dans ce cas-là, soit on pourra être amené à faire une hystérectomie simple, une trachélectomie, c'est-à-dire retirer tout le col, mais si on a des emboles, on va être un petit peu plus agressif, et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une hystérectomie élargie, ou en cas de traitement conservateur, une trachélectomie élargie. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer après parce que effectivement, là, ça rejoint dans ce cas-là les traitements du stade 1B1, donc qui sont les tumeurs qui cette fois-ci sont macroscopiquement visibles et qui mesurent moins de 4 cm. Donc c'est partie des tumeurs qu'on a régulièrement à prendre en charge et pour lesquelles le traitement n'est pas, donc il n'y a pas de traitement standard. Toutes les options proposées dans les recommandations de l'INCa sont valables d'un point de vue oncologique, c'est-à-dire qu'on peut proposer aux patients soit une chirurgie, soit une association radiochirurgicale, donc radiothérapie et chirurgie, soit une radiothérapie exclusive. D'un point de vue oncologique, on a les mêmes résultats. Maintenant, d'un point de vue fonctionnel, toutes les stratégies ne sont pas aussi faciles à accepter pour les patientes. Et c'est vrai que globalement, l'option de la radiothérapie exclusive est plutôt
plutôt laisser uniquement dans les cas où on ne peut pas opérer les patients, parce que d'un point de vue fonctionnel, ce sont des patients qui sont quand même en général jeunes, qui vont se retrouver irradiés au niveau utérin, au niveau vaginal, donc avec après des problèmes de sclérose, des problèmes notamment d'irradiation initiale. Donc c'est en général pas l'option qui est choisie. Donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est plutôt une chirurgie qui peut être précédée par une curithérapie, donc cette radiothérapie localisée, qui peut être précédée pour les tumeurs qui mesurent entre 2 et 4 cm pour diminuer la taille tumorale et faciliter la chirurgie. Et pour les tumeurs de moins de 2 cm, par contre, on partira d'emblée sur une chirurgie. Donc cette chirurgie, c'est pareil, il faut bien comprendre que dans le cancer du col, on commencera la chirurgie par, je vous dis après, comme ça, mais on commence le temps opératoire par un prélèvement ganglionnaire, ce qui nous permet d'avoir cette information pronostique. Et après, donc, si les ganglions ne sont pas atteints, eh bien, on va faire la chirurgie, qui est une colpohystérectomie élargie. Je vais vous montrer juste après, qu'on appelle aussi l'intervention de Wertheim. L'exérèse des ovaires n'est pas toujours nécessaire, et c'est important parce que si les patients sont jeunes, ça peut être important de les préserver pour qu'ils ne se retrouvent pas en plus les opérer. Donc c'est optionnel si on a un carcinome épidermoïde chez des patients jeunes. Ça, c'est les recommandations de l'INCa. On se va travailler là, les référentiels au niveau de la PHP, en mettant un petit peu même ces indications pour essayer de préserver au maximum les fonctions hormonales des patients. Et puis, je vous en parlerai également, si la patiente a un désir de conserver l'utérus, eh bien, on peut proposer un traitement conservateur, je reviendrai dessus juste après. On ne va pas rentrer dans le détail de ça. Donc, pour vous expliquer concrètement cette chirurgie, donc la colpohystérectomie élargie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une tumeur qui est située au niveau du col de l'utérus, qui est située ici. Donc, il va falloir qu'on retire l'utérus, mais il faut qu'on passe bien à distance de la tumeur. Donc, la tumeur, elle est juste à côté du vagin. Donc c'est pour ça que quand on fait la chirurgie, on retire une petite collerette vaginale. C'est la signification de colpohystérectomie. Colpo, c'est pas le col, c'est le vagin. Donc on retire une collerette vaginale pour passer bien à distance de la tumeur. L'hystérectomie, on ne va pas la faire dans ces cas-là de stade de tumeurs qui mesurent, qui sont un peu plus volumineuses. Il ne faut pas se contenter d'une hystérectomie simple, parce qu'on sait qu'on peut avoir une atteinte des paramètres. Qu'est-ce que le paramètre? C'est le tissu qui est situé de part et d'autre du col, qui contient notamment des ganglions qui peuvent être envahis. Au niveau de ce paramètre, on a également certains éléments anatomiques qui cheminent. Là, vous voyez au niveau de l'utérus ici, la paroi pelvienne, vous avez les vaisseaux iliaques externes, iliaques internes. Et puis ici, vous avez l'urtère qui chemine en paramètre. Ça, c'est un élément important parce que ça, c'est toute la complexité de la chirurgie et donc tout ce qui est aussi source de complications dans la chirurgie du cancer du col. Donc, quand on va retirer ce paramètre, eh bien, il faut disséquer l'urtère pour aller retirer ce paramètre sans l'éliminer. Alors, on sait que plus on retire de paramètres, c'est suivant qu'on va jusqu'à la paroi ou un peu moins, plus on en retire, plus on va être à risque de complications, notamment latérales, mais aussi on va revenir dessus après. On sait qu'il y a également des nerfs qui cheminent dans ce paramètre et sous l'urtère, donc des nerfs du système nerveux autonome qui peuvent être éliminés. Donc ça, c'est le principe de la colpohystérectomie élargie. Donc on va retirer une collerette vaginale, l'utérus et puis ce paramètre. Donc ça, c'est la chirurgie standard pour ces stades 1B. Dans certaines conditions, il y a des femmes qui sont jeunes, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont un désir de préserver leur fertilité. Donc on va essayer au maximum de le faire, mais en étant bien sûr, en l'acceptant si d'un point de vue oncologique, ça nous paraît raisonnable. Donc il y a quand même quelques conditions pour pouvoir accepter ce traitement conservateur. Il faut que la patiente ait un âge compatible avec une grossesse, qu'elle ait un désir de grossesse et un projet parental acceptable. Il faut que la taille tumorale soit quand même relativement limitée, qu'on ait un type histologique classique, qu'elle n'ait pas d'atteinte ganglionnaire, qui va être son principales indications. Le principe, ça va être de retirer bien sûr le col, puisqu'on a dit que la tumeur était ici, d'avoir également cette marge de sécurité au niveau du vagin, donc d'emporter également la collerette vaginale, d'emporter le paramètre qui chemine latéralement,
mais par contre de lui conserver son utérus pour qu'elle puisse être enceinte un jour. Conserver l'utérus et les ovaires, bien sûr. Et donc, cette chirurgie, donc, qui peut se faire soit par voie vaginale, où ça a été initialement décrit, soit par voie maintenant célioscopique également. Je ne l'ai pas dit, mais la chirurgie des cancers du col, donc la colpohystérectomie, se fait par chirurgie mini-invasive, par célioscopie ou chirurgie robotique. Et donc, on peut être amené à préserver comme ça l'utérus en mettant un cerclage en fin d'intervention. Alors ces interventions, quand elles sont réalisées dans ces bonnes indications, donnent de très bons résultats oncologiques quasiment comparables à ceux d'une colpohystérectomie élargie, avec des grossesses, des taux de grossesse qui sont variables suivant les études, qui sont de 40 à 70% de grossesse, en sachant que oui, ce sont des grossesses un petit peu plus à risque, parce qu'on a supprimé le col et qu'il y a un risque d'accouchement prématuré un peu plus important. On peut avoir aussi des difficultés de grossesse spontanée parce que les cols peuvent être sténeux, enfin, du coup, la néojonction peut être sténosée, mais en tout cas c'est quelque chose oncologiquement tout à fait acceptable et qui permet d'avoir des grossesses normales. Alors, donc ça, tout ça ce sont les traitements standards. Maintenant je vais vous parler de tout ce vers quoi on tend pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients. Parce qu'on sait que c'est une pathologie qui est bon pronostic, on a des taux de guérison quasiment dans ces stades précoces de 90%. Donc il faut vraiment que les patients aient le moins de complications possible. Donc je vous ai dit que l'exérèse de ces paramètres, donc ce tissu qui est situé de part et d'autre du col, vous avez transversale en avant la vessie, le vagin, le rectum, et puis on a tous ces filets du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, qui va être impliqué dans l'innervation de la vessie, dans l'innervation du rectum, dans l'innervation du vagin, dans l'innervation du clitoris. Tout ce système nerveux autonome végétatif est impliqué dans potentiellement des dysfonctions au niveau de la vessie, quand on le lèse, des dysfonctions sexuelles et des dysfonctions anales. C'est pas négligeable. Et on sait donc que les dysfonctions vésicales, donc après chirurgie, donc on fait justement une paramétrectomie étendue, et sont de 70 à 85% des cas. Ça c'est connu, ça c'est publié depuis longtemps. On le sait, ça donne généralement au début des vessies qui sont plutôt hypertoniques et puis plutôt à long terme des vessies hypotoniques qui ont du mal à se contracter, donc des patients qui n'arrivent pas à uriner spontanément, qui vont être obligés d'avoir des sondages, des autosondages réguliers. Ça peut donner aussi des problèmes d'incontinence, d'hyperactivité vésicale. On peut avoir un petit peu tout d'un point de vue vésical, mais c'est essentiellement des problèmes de rétention d'émission spontanée et complète. Les dysfonctions anorectales, ça peut être des problèmes de constipation, des problèmes de dyspnésie, de ténesme, des douleurs en allant à la selle, la pression du plénitude rectale sans arriver à étaler. Donc tout ça sont des symptômes qu'on cherche un petit peu moins. En tant que praticien, c'est vrai en tant que gynéco, on était peut-être jusqu'à présent plus à l'affût de ces problèmes urinaires après ce type de chirurgie, mais les autres dysfonctions, également sexuelles, donc avec des problèmes d'anorgasmie, dyspareunie, d'insatisfaction sexuelle, qu'on n'évaluait pas et que maintenant, depuis quelques années, on évalue dans ces études et on se rend compte que c'est vraiment important. C'est doublement important. Ce sont aussi des patients qui, après ce type de chirurgie, puisqu'on a dit qu'on retirait une petite collerette vaginale, donc après un cancer du col, la patiente a un vagin qui est un petit peu plus court, ce qui n'empêche pas d'avoir des rapports, mais quand en plus se surajouter à ça des problèmes de dysfonction sexuelle, ce sont quand même des choses à connaître et à aborder avec les patients et à essayer de prévenir. Donc c'est pour ça, pour justement limiter cette morbidité, toutes ces dysfonctions, qu'on essaie, quand on peut, pour les patients qui ont vraiment une indication à retirer le paramètre et à le faire de manière plus large, eh bien, on a développé des techniques de préservation nerveuse, ce qu'on appelle la nerve sparing surgery, où on va, pendant l'intervention, mettre en évidence tout. Vous voyez ici, là, on voit plein de petits filets blancs. Tout ça sont les nerfs du système nerveux autonome qu'on identifie pendant la dissection pour pouvoir les préserver. Tout ça, c'est facilité par les chirurgies robotiques, parce que d'une part, on a vous verrez, il y a un robot en bas, vous pourrez essayer. On a une précision du geste qui est
bien meilleur qu'en célioscopie. On ne tremble pas, on a vraiment des gestes très faibles. On voit très très bien, on a une vision en 3 dimensions. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est facilité. Et donc, on développe vraiment ces techniques pour pouvoir limiter et ça on a prouvé que ça limitait toutes ces dysfonctions dont je vous parle. À l'inverse, donc ça c'est pour les patientes pour qui il y a qui ont quand même des tumeurs volumineuses, pour qui il faut retirer le paramètre. À l'inverse, on sait que pour les patients qui ont des tumeurs de plus petite taille, de moins de 2 cm, qui n'ont pas d'embole, qui ont sans ganglions atteints, eh bien le risque d'atteinte du paramètre est vraiment minime. Donc on se dit aussi qu'il y a beaucoup de patients pour qui on fait sans doute une chirurgie un petit peu trop radicale d'un point de vue oncologique alors que ça ne va pas avoir de bénéfice. Et il y a de plus en plus d'essais, d'études à l'international, donc que ce soit un essai allemand, un premier essai où ils vont comparer dans des cancers du col, donc ils sont quand même, alors c'est toujours pour des tumeurs de moins de 2 cm, où on va proposer une conisation, une hystérectomie simple avec un curage pelvien. Normalement, on est censé retirer en plus le paramètre. Un essai canadien qui est mené par Marie Plante et auquel nous participons, donc la France participe et notre service participe. On va, et ça c'est une question intéressante, c'est un essai qui est randomisé, donc on va tirer au sort pour ces patients qui ont des tumeurs de petite taille. On va choisir soit de faire une hystérectomie radicale comme le standard actuel, soit une hystérectomie simple. Donc ça, on attend. L'essai vient de débuter, donc les résultats sont sans doute très intéressants. Puis un autre essai aussi aux États-Unis, où on compare aussi l'hystérectomie et la conisation. Et cet essai-là, il a vraiment l'objectif principal, c'est d'évaluer la dysfonction urinaire, rectale et sexuelle. C'est vraiment une problématique actuelle. Alors, au-delà de la tumeur, donc, on a dit que le fait de retirer ce paramètre, ça entraînait des complications, enfin des complications nerveuses principalement. Mais quand on prélève les ganglions, je vous ai dit qu'il fallait donc ce prélèvement, cette stadification ganglionnaire, parce que c'est vraiment important de savoir s'il y a une atteinte ganglionnaire. C'est un élément diagnostique essentiel et ça, tous les traitements vont découler de ça. Mais le problème, c'est que ces curages, c'est quand même pas un geste anodin. Après pourquoi. Par ailleurs, on sait que dans ces cancers du col précoce, il y a moins de 20% des patients qui vont avoir une atteinte des métastases ganglionnaires. Que chez les patients qui ont des métastases ganglionnaires, dans la moitié des cas, il n'y a qu'un seul ganglion atteint. Que très souvent sont des très très petites métastases, qu'on appelle des micrométastases, voire même des cellules tumorales isolées. Donc, ce sont des métastases qui ne se voient même pas forcément facilement quand on fait les techniques histologiques classiques. Or, ces micrométastases, ces petites métastases, elles sont néanmoins quand même, elles ont un intérêt pronostique. Et par ailleurs, on a mis en évidence des patients pour qui on avait fait donc, le traitement standard en faisant un curage pelvien. Donc on a des patients qui récidivent dans des territoires autres que les territoires prélevés. Ça veut bien dire qu'il y a des ganglions ailleurs que dans les zones qu'on prélève habituellement qui peuvent être aussi atteints. Donc, tout ça sont des questions qui nous ont vraiment interrogés. Je vous ai dit que ces curages, ce n'était pas non plus anodin. Voilà un bel exemple de lymphœdème du membre inférieur en rapport avec un curage pelvien. Et ça, donc toutes ces complications lymphatiques, elles sont vraiment loin d'être négligeables. Et maintenant qu'on les recherche, on se rend compte qu'il y a quasiment 20% des patients qui ont des complications lymphatiques, que ce soit des problèmes de lymphocène ou de collection lymphatique après les curages. Dans la majorité des cas, ce n'est pas symptomatique, c'est pas grave, mais si ça l'est, on peut être amené à faire des ponctions opératives. Et puis beaucoup plus grave, c'est ce lymphœdème, cette grosse jambe, parce qu'en pratique, on n'a quasiment pas de traitement. Alors on essaie les drainages lymphatiques, les manchons, mais c'est vrai que c'est pas, on ne récupère jamais complètement d'un lymphœdème et ça peut donner une impotence fonctionnelle vraiment. Donc avec tous ces éléments-là, eh ben, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on est vraiment obligé de prélever tous les ganglions alors qu'il y en a, déjà il y a très peu de patients qui ont quand même moins de 20% des patients qui seront atteintes. Quand elles sont atteintes, il y a très peu de ganglions qui sont atteints. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le même concept de ganglion sentinelle comme c'est actuellement depuis longtemps développé dans la chirurgie du sein, la chirurgie de la vulve, d'autres études dans le mélanome.
Le principe du ganglion sentinelle, c'est d'aller repérer les premiers relais ganglionnaires, de les analyser, et s'il n'y a pas d'atteinte de ces ganglions, donc on vérifie bien sûr avec des techniques de validation que les autres ganglions situés plus haut ne seront pas atteints pour pouvoir se limiter à ce prélèvement électif. Donc l'objectif, c'est de limiter donc, la morbidité des curages. En plus, comme on prélève des ganglions ciblés, en général on en a 2-3 par côté, et ben, on va pouvoir utiliser des techniques immunohistochimiques plus fines pour mettre en évidence ces petites métastases qu'on ne voit pas forcément quand les pathologistes vont analyser une vingtaine de ganglions. Et puis, ça permettrait aussi justement d'aller repérer ces drainages aberrants qu'on ne va pas prélever de manière systématique. Donc, on a un grand essai français qui a été mis en place par le professeur Lécurie. Donc, c'était une étude multicentrique française. Donc, elle a participé plus de 700 grandes équipes qui font la cancérologie pelvienne en France pour évaluer donc, la technique du ganglion sentinelle. Donc, dans les cancers du col précoce, le principe c'est qu'on injecte à la fois la veille de l'intervention un produit qui est très faiblement radioactif dans le col. Pendant l'intervention, on injecte en plus un colorant bleu au niveau du col. Et donc tous ces produits vont migrer et on va, grâce à une sonde de détection isotopique et puis à la coloration bleutée, on va pouvoir repérer ces ganglions, les prélever. Et donc, dans cette étude, on faisait quand même un curage pour pouvoir valider justement la technique, mais ça a donné de très bons résultats. On s'est rendu compte que dans 98% des cas, on arrivait à détecter ce ganglion, qu'on avait une sensibilité qui était très bonne de 92%, et qu'elle était même de 100% dans les cas où on avait une détection bilatérale, puisque le cancer du col, c'est une tumeur centrale, et que donc on doit s'attendre à avoir un drainage bilatéral, et quand on avait ce drainage bilatéral, il n'y avait aucun faux négatif. Ça nous a permis aussi de mettre en évidence des toutes petites métastases qui étaient, donc comme on l'a vu, comme ça donne exactement les mêmes résultats qu'il y avait dans la littérature. Les métastases, dans 80% des cas, il n'y avait qu'une seule métastase ganglionnaire, vraiment tout l'intérêt de la technique. Et on a mis en évidence près de 40% de drainage aberrant, dont certaines, alors pas 40%, mais il y en avait quand même une dizaine de pourcents, où il y avait des ganglions atteints dans ce territoire aberrant. Ça, c'était, je vous montrerai peut-être après, si vous voulez, on va conclure, et puis ceux qui voudront voir le film, je vous montre juste après. Donc, en conclusion, donc, le cancer de stade précoce, donc, vraiment, le dépistage doit permettre au maximum de limiter la survenue du cancer du col et de pouvoir dépister idéalement avant la survenue du cancer du col, ou en tout cas de pouvoir au moins diagnostiquer un stade précoce. La prise en charge de ces stades précoces, elle est chirurgicale. On tend de plus en plus à limiter la morbidité de cette chirurgie parce qu'on a des patients qui ont un bon pronostic. Donc on a à la fois donc, en termes de préservation nerveuse, le fait de faire une hystérectomie simple. On peut proposer aussi chez les patients la préservation de fertilité, ça c'est un point important parce qu'ils sont quand même jeunes et qu'avec l'âge de survenue du premier enfant de plus en plus tardif, on est quand même amené régulièrement à avoir des patients qui ont un désir de préserver leur fertilité. Voilà, juste pour vous montrer quand même, vous voyez un petit peu, on va montrer juste derrière, ça vous permettra de voir à la fois la chirurgie robotique et puis la technique du ganglion sentinelle par une nouvelle technique. Je n'utilise cette fois-ci pas les isotopes. Donc là, c'est le robot. Donc, on est à la console, donc le chirurgien a une console à côté, donc il y a les bras du robot qui tiennent les instruments. Donc là, on est dans le petit bassin, donc on a des utérus ici. Vous voyez, on a injecté un colorant cette fois-ci qui est vert, mais qui en l'occurrence est détecté grâce à une lumière infrarouge, donc ça donne vraiment un aspect fluorescent. Vous voyez, là, quand on ne met pas la lumière infrarouge, on ne voit pas les ganglions sentinelles. Donc pour disséquer, c'est plus simple. Et vous voyez que quand on met cette lumière infrarouge, voilà, ici vous voyez un très joli ganglion fluorescent, donc ça c'est un ganglion sentinelle fluorescent. Donc on va aller prélever de manière élective. Avant l'intervention, bien, on fait une scintigraphie aussi. Voilà, donc là vous voyez un joli ganglion sentinelle qu'on prélève de manière élective et ça
permet d'éviter de retirer tous ces ganglions et donc de limiter le risque de lymphœdème. Alors pour l'instant, ce n'est pas validé dans le cancer du col. C'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de littérature qui montre que c'est une technique qui apparaît vraiment fiable. Probablement dans les années à venir, ça va quand même être validé. La fluorescence, ça facilite vraiment la détection. Et je voulais vous dire autre chose. Oui, alors juste une explication au fait effectivement de ce lymphœdème. Et si vous parlez aussi de notre étude, c'est que quand on prélève les ganglions dans le petit bassin, ce sont des ganglions qui drainent à la fois tout le pelvis, donc le col, l'utérus, les ovaires, mais qui drainent aussi les membres inférieurs. Donc on prélève à la fois de manière non distincte les ganglions du membre inférieur et du pelvis. Et donc c'est toute la difficulté de la chirurgie. On a un autre essai actuellement qui, cette fois-ci, donc, est pour les patients pour qui on doit faire un curage pelvien, chez qui on essaie de distinguer justement ces deux drainages du membre inférieur et du pelvis. Voilà ce que je voulais vous dire.